Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand Dialogue national. Le processus est-il inclusif? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont au nombre de 3 personnes. Il s'agit de Mamadou Abdoulaye Diko de l'URD, Hamidou Doumbia du parti Yelema et Dr Fousseini Doumbia, universitaire. Je suis Mouhamadou Touré. Chers auditeurs, téléspectateurs, invités, bonsoir à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Les concertations communales ont pris fin le 8 octobre dernier. Celles de Bamako et également des préfectures ont commencé le lundi, c'est-à-dire 14 octobre dernier. Et donc, on va commencer par dégager les différentes positions de nos invités. Aujourd'hui, Hamidou Doumbia, quelle est votre position par rapport à ce dialogue national inclusif? Okay, je vous remercie déjà et je remercie tous ceux qui nous suivent à travers Studio Tramani. Notre position pour le dialogue a toujours été claire. Nous sommes pour le dialogue. Tous ceux qui concourent au rassemblement, tous ceux qui concourent au traitement des grandes questions du moment, nous sommes pour cela. Et je pense que ça remonte à très longtemps. Si vous vous rappelez très bien, après la mise en place du premier gouvernement du président de la République, nous avons demandé à ceux qui tendent la main à l'opposition et qu'on discute entre nous, Maliens, pour trouver des solutions à nos problèmes. Après la mise en place du gouvernement à travers les différents plateaux, nous avons toujours demandé à ce qu'on se rassemble. Parce que si on ne se rassemble pas et qu'on discute entre nous pour trouver des stratégies de sortie de crise endogènes, on ne va vraiment pas nous en sortir. Donc nous sommes pour le dialogue parce que c'est une tribune qui va nous permettre d'exposer un peu nos propositions de sortie de crise. Parce que notre parti aussi, c'est un parti de propositions. Donc nous avons des propositions sur chaque thématique du dialogue. Donc il est important qu'on y participe et qu'on donne notre point de vue par rapport aux grandes questions de l'heure. Et le parti Yelema participe à ce dialogue? Le parti Yelema participe pleinement au dialogue. D'accord. Mamadou Abdoulaye Diko, quelle est la position de l'URD par rapport à ce dialogue national inclusif? Merci beaucoup, M. Touré. Je voudrais faire mien les propos préliminaires de M. Doumbia, à propos des remerciements à l'endroit des studios Tamani. Merci. Pour tout le rôle que vous jouez dans l'animation, dans la consolidation du débat public, du débat démocratique. C'est tout à votre honneur, je voudrais vous en féliciter et vous remercier. L'URD, sa position, elle est claire. Depuis le lendemain de l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, notre leader, notre président, a estimé que le président doit engager des discussions pour voir comment redresser le pays qui sortait d'un traumatisme qui est connu de tous. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir en 2013 dans un contexte de crise. Parce que consécutif au coup d'État, au problème du Nord, etc. etc. Donc Soumaïla, en tant que challenger, a estimé qu'au sortir des élections, il faut que le peuple se retrouve pour voir chacun dans sa position, bien sûr, dans le respect de l'identité des uns et des autres, voir comment se donner la main pour aider le président qui venait d'être élu, dans des conditions, je l'ai rappelé, à sortir le pays. Donc cette demande de dialogue ne date pas d'aujourd'hui. Et les choses évoluant, en 2018, après les élections, la nécessité, la très forte demande de dialogue s'est imposée à tous. Et l'URD, comme je l'ai dit, a toujours été demandeur de ce dialogue. Comme il l'a dit, M. Doumbia, qui doit être un espace de rassemblement de tout notre pays, de toutes les filles et de tous les fils du pays, au chevet du pays. Est-ce le cas avec ce dialogue? Ce dialogue, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que ça va être un monologue. C'est la majorité elle-même qui va parler à elle-même. Et je n'ai vraiment pas l'impression que le dialogue, tel que nous le concevons, tel que nous le souhaitons, soit celui
qui est en train d'être mis en œuvre. C'est pourquoi l'URD n'y participe pas. C'est pourquoi l'URD n'y participe pas, parce que le processus qui y conduit déjà n'est pas inclusif, n'est pas participatif. D'accord. Docteur Fousseini Doumbia, une partie de l'opposition ne participe pas à ce dialogue national inclusif, une partie de la société civile non plus. La CMA également ne participe pas. Est-ce que vous pensez que ce dialogue national inclusif, comme son nom l'indique, est un processus inclusif? Alors, je m'associe à mes prédécesseurs pour vous remercier pour cette immense opportunité que vous n'arrêtez jamais de nous offrir pour éclairer les téléspectateurs et vos auditeurs par rapport à l'actualité de votre pays. Cela est extrêmement important. C'est vrai que nous sommes tous unanimes dans le cadre d'une démocratie qu'il y a un certain nombre de dialogues qui doivent être institutionnalisés entre les deux tendances, les deux principales tendances de la démocratie, à savoir notamment la majorité politique et l'opposition. Cela est tout à fait normal, aussi bien en période de crise qu'en période normale. Et aujourd'hui, le Mali vit une situation extrêmement difficile, n'est-ce pas, qui interpelle la contribution de l'ensemble des citoyens pour sa sortie de crise définitive. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas gérer un pays en période de crise comme en période normale. En période de crise, la tendance la plus générale, c'est de chercher, n'est-ce pas, l'assentiment de l'ensemble de tous les citoyens autour d'une discussion, autour d'un processus de sortie de crise, tout en essayant surtout de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute préoccupation partisane et personnelle. C'est ce qui a été compris par le gouvernement, qui, à mon avis, a même pris du retard. Mon cher collègue vient de rappeler que Ibeka était un président de crise. C'est vrai, dès son intronisation à la magistrature suprême du pays, il aurait dû ouvrir notre pays à un dialogue pour débattre sur les vrais problèmes du pays. Alors, il s'est ressaisi récemment à travers la mise en place, la signature d'un accord politique de gouvernance pour mettre en place un gouvernement de mission qui se consacrera à l'organisation de ce dialogue national inclusif qui a été demandé par l'opposition politique, initié par l'opposition politique et entériné par le gouvernement du Mali. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de dire, et c'est vrai, la démocratie, elle ne s'impose pas. Parce que la démocratie, dans le cas de la démocratie, il est important que l'ensemble des acteurs du processus démocratique, que tout le monde soit associé à la prise d'un certain nombre de décisions. Justement, concernant ce dialogue national inclusif, est-ce que tous les acteurs sont associés? Alors, c'est vrai que du point de vue de l'initiative, on constate que, comme je vous ai dit la fois dernière, c'est l'opposition qui a pris l'initiative, le gouvernement l'a accompagné. Il y a eu ce qu'on appelle des ateliers de validation, n'est-ce pas, un atelier qui a été organisé par les organisations de la société civile en vue de leur contribution dans la construction du dialogue national inclusif. Je crois que c'était le 7-8 septembre. Ensuite, il y a eu un atelier national, un atelier de validation des thèmes de référence qui vient d'avoir lieu récemment, auquel l'opposition a également participé. Alors, peut-être que c'est vrai, il y a des divergences du point de vue même du contenu des thèmes de référence et du point de vue même du contenu de l'accord politique de gouvernance. C'est vrai, même au sein de l'opposition, il y a des divergences. D'un côté, on demandait un dialogue national réformateur, de l'autre, un dialogue national inclusif. Déjà, pour aller dans une dynamique de dialogue, il faut définir d'abord des préalables. C'est vrai, il y a d'abord un objet réel à définir. Et aujourd'hui, on constate que l'objet fait l'objet d'une véritable division au sein de la classe politique. Alors, et on va y revenir en détail. Mais juste une question, l'opposition n'a-t-elle pas proposé un des membres du triumvirat? Non. Je voudrais faire un rappel historique qui permet de comprendre la posture qui est celle de l'opposition. Vous savez, au lendemain de l'élection présidentielle contestée de 2018, le chef de file de l'opposition a demandé au président de la République enfin d'accepter le dialogue. Je crois qu'il a mis assez de temps pour en arriver enfin à un coup de fil à Soumaïla Cissé. Je crois qu'ils se sont vus quelquefois entre le mois de février et le mois de mars. Je crois que l'idée de mettre en œuvre ce dialogue a germé.
Et il avait été convenu entre eux de faire en sorte que l'ensemble du processus qui doit y conduire soit inclusif. Autrement dit, que les décisions, des formats, de l'organisation, des éventuelles thématiques qui vont être débattues fassent l'objet d'un consensus entre eux. Cela avait été très clairement convenu entre les deux. Malheureusement, à la surprise générale, le triumvirat, pour répondre précisément à votre question, a été mis en place sans consultation, sans concertation. Soumaïla Cissé, et je crois que tous les Maliens l'ont appris de la même manière. Nous n'avons pas proposé les personnalités pour lesquelles nous avons un respect religieux pour leur qualité, pour leur parcours et pour leur patriotisme. Mais encore une fois, nous n'avons jamais été associés à leur choix. D'accord. Alors, les concertations communales ont pris fin le 8 octobre dernier au niveau local. Quel bilan faites-vous, Hamidou Doumbia, de ces concertations-là? Bon, le bilan que je fais, il faudrait que l'on soit très clair, que les uns et les autres le sachent. C'est-à-dire le processus en cours n'est pas seulement un processus politique, c'est un processus national. Ce n'est pas non plus un débat entre la majorité et l'opposition. Au contraire, les partis politiques sont en minorité dans le processus. Dans le processus, il y a plus la société civile. Déjà, ils ont mis en minorité les partis politiques lors des débats de validation des termes de référence. Ça, c'est un point qu'il faut réellement éclaircir. Donc nous, ce qu'on a eu comme compte-rendu de la part de nos représentants, c'est que le processus s'est bien passé. Il y avait quelques failles en termes d'organisation, mais quand même, ce qui est important, ils ont pu débattre des questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour, notamment les questions de gouvernance, les questions de sécurité, et tous les sujets ont été débattus. Et ces recommandations sont remontées au niveau des cercles. Maintenant, on est au niveau des cercles et au niveau des communes de Bamako. Donc, et on n'a pas déploré d'incidents majeurs. Le processus est en train de bien se passer. Nous-mêmes, on a produit des documents à cet effet, des propositions sur chaque thématique. Parce que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de travailler encore pour l'inclusivité. C'est vrai, lors de cette étape, il y a une partie de l'opposition qui n'a pas assisté, je dirais même l'opposition, la partie la plus importante de l'opposition, le FSD, n'y a pas pris part. Une partie des groupes armés n'a pas pris part aussi au processus. Il faudrait que le triumvirat... Le forum des organisations de la société civile aussi. Oui, c'est que le triumvirat a été quand même mis en place pour cela, pour faciliter au niveau de chaque étape du processus, travailler pour que les uns et les autres puissent se retrouver. C'est vrai, l'opposition a beaucoup de revendications. C'est des revendications qui ont été prises en charge parfois. Il y en a certaines qui n'ont pas été prises en charge. Mais je pense que pour que le processus soit encore plus inclusif, il faudrait que les facilitateurs continuent à parler encore à ceux qui sont toujours réticents au dialogue, à revenir, parce que c'est une question du Mali. Ce n'est pas une question d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas une question du pouvoir, parce que le dialogue traite d'abord des questions structurelles qui peuvent être mises à la disposition du président actuel, mais qui peuvent être mises à la disposition d'autres pouvoirs, parce qu'on traite des questions qui ne pourront pas être gérées 1 année, 2 ans, 3 ans. Il y a des questions structurelles qui peuvent être traitées au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est des outils qui vont être mis à la disposition de chaque pouvoir. Donc il faudrait que les uns et les autres le comprennent. Il faudrait qu'on soit dans des concessions. Il ne faut pas qu'on soit des détenteurs de la pensée unique, dire que je veux coûte que coûte cela. Il faut que ça se passe comme ça, ce n'est pas bon. C'est très difficile de se retrouver. Donc travaillons, et les facilitateurs doivent travailler pour approcher les différentes parties pour que les uns et les autres puissent se retrouver, que le dialogue soit encore plus inclusif. Et déjà, concernant les concertations communales, il y a les leaders religieux de la ville de Tombouctou qui disent ne pas se reconnaître dans les recommandations. On va donc écouter l'imam à Tombouctou, Al-Fadi Ouaggara. Pour nous, la manière de faire ce dialogue, ça a raté depuis au début. Nous voyons que c'est en train d'aller à l'échec. Nos propositions aussi qu'on a faites n'ont pas été prises en compte. Et qu'on doit arrêter de reprendre la bonne manière. Parce que ça ne s'étend pas sur tout le territoire. Il y a beaucoup de communes qui n'ont pas été concernées. Il y a beaucoup de personnalités qui n'ont pas été concertées. Le triumvirat là doit venir faire leur base ici, au nord, ici, et commencer à travailler ici, de la base à la haut, pour écouter les gens qui sont sur le terrain. Ceux qui connaissent la réalité. Parce que tous les problèmes, ça repose sur la paix et la sécurité. C'est
pour cela, on a dit qu'on n'a pas bien compris. Aussi, les religieux n'ont pas leur place là. Donc vraiment, il faut que les choses se fassent dans les normes. Les recommandations pour nous qu'on a faites ici, ce n'est pas des recommandations. On fait des semblants de faire des recommandations, c'est des recommandations qui ne vont rimer à rien. Mais ça n'aboutira pas. C'est les premiers responsables de ce pays-là. C'est eux qui doivent venir s'asseoir devant les gens pour que les gens leur disent la vérité, pour qu'ils l'appliquent. Docteur Fousseyni Doumbia, vous venez d'entendre l'imam de Tombouctou qui estime que leurs recommandations ne sont pas prises en compte. Alors, vous savez que quand on s'inscrit dans une dynamique de dialogue pour débattre sur une question d'intérêt national, c'est vrai, on ne peut pas prétendre obtenir tout ce qu'on veut. C'est vrai, vous n'êtes pas le seul à débattre. Il y a d'autres partis qui sont là avec leurs propositions, avec leur point de vue sur telle ou telle question. D'une manière ou d'une autre, il y aura des divergences. Donc le plus important, comme mon frère l'a dit, il faut faire preuve d'abnégation et de responsabilité. C'est-à-dire en faisant notamment des concessions pour d'autres partis qui ont aussi des points de vue. Donc aucun acteur ne peut jamais se permettre d'aller dans un dialogue et prétendre obtenir tout ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout possible. Et d'une manière ou d'une autre, celui-ci est appelé à faire des concessions pour d'autres partis, bien sûr, tout en essayant de préserver l'intérêt supérieur de la nation, en essayant de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de toute préoccupation partisane et personnelle. Mais s'il y a un élément sur lequel je voudrais beaucoup insister, vous savez, la recherche d'un consensus pour un dialogue suppose la manifestation d'une volonté et d'une capacité. Cela est extrêmement important. On constate que souvent, l'on se pose même la question de savoir si certains acteurs du processus, certains protagonistes de la crise malienne ne sont pas animés d'un sentiment de mauvaise foi. Cela est extrêmement important parce que souvent, même si on manifeste la volonté de se parler, mais s'il y a une mauvaise foi derrière, c'est très très difficile de parvenir à une solution. Alors, je comprends peut-être la position de l'opposition qui a vraiment un agent. Ceux qui n'y participent pas sont-ils de mauvaise foi? Ceux qui ne participent, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Rien n'est parfait dans une démocratie. La démocratie, c'est une construction perpétuelle. Il peut y avoir notamment des erreurs de méthodologie, ce qui est tout à fait normal. Mais cela ne suppose pas qu'on doit se retirer d'un dialogue qui se trouve être un processus, qu'on accepte de se parler, qu'on se retrouve, qu'on essaie de discuter sur de vrais problèmes. Cela est extrêmement important. Parce que déjà, si on essaie de mettre en avant les questions de forme, alors que les questions de fond n'ont toujours pas commencé, cela risque de poser extrêmement de problèmes. Donc voilà pourquoi, c'est vrai, il y a des erreurs qui ont été commises ici et là, non seulement par les organisateurs, par le pouvoir politique, par le gouvernement, mais si on se retrouve autour d'une table, discuter sur la question, je suis sûr qu'il est tout à fait possible de trouver des solutions. Mais donc, à quoi ce dialogue national va servir sans la participation de ces partis de l'opposition, de cette partie de la société civile, de la CMA, quand on voit son poids concernant la mise en œuvre de l'accord pour la paix dans le pays? Alors, ça va poser extrêmement de problèmes parce que, franchement, on dit un dialogue national. L'opposition, c'est un élément indispensable pour une démocratie. Aucune démocratie ne serait prospérée aujourd'hui sans la participation de l'opposition à la construction de la nation. Donc, l'opposition on doit essayer de rassembler toutes les énergies disponibles allant dans le sens, n'est-ce pas, de la participation de l'opposition à ce dialogue. C'est là extrêmement important. Et puis l'autre partie également, les groupes belligérants, doivent pouvoir aussi prendre part à ce dialogue. Parce que l'élément le plus controversé, c'est l'accord qui en est le signataire, c'est eux. Il faut qu'ils viennent pour qu'on discute sur les questions relatives à l'avenir, n'est-ce pas, de cet accord-là. C'est là extrêmement important. Donc, il faut pour cela, c'est vrai, il y a des erreurs de méthode, des erreurs de concept, de principe, mais il faut essayer aussi de faire preuve d'abnégation et de responsabilité, faire des concessions pour d'autres. Cela est aussi extrêmement important, aussi pour le Mali. D'accord. Monsieur Ducot, l'URD et les autres acteurs qui n'y participent pas, sont-ils de mauvaise foi? On ne saurait les dire. Pourquoi donc vous n'y participez pas? Parce que nous estimons que tel que ce dialogue est conçu, il ne servira à rien. Mais est-ce que n'est-ce pas une occasion de débattre là-dessus au cours du dialogue? Mais bien sûr, nous sommes partis à la télé de validation pour manifester notre bonne foi, pour dire tout l'engagement et toute la disponibilité qui est la nôtre
par rapport à ce dialogue. Nous avons posé un certain nombre de choses qui ne concernent pas que l'opposition, mais qui concernent l'ensemble national. L'ensemble, c'est même une question de respect pour les participants à ce dialogue. Je vous ai dit, il a dit que nous avons obtenu quelque chose. Je voudrais lui dire que la seule chose qu'on a obtenue, on a tellement eu conscience que ce débat-là est intéressant, il est important pour le pays, que nous avons voulu qu'il soit un dialogue national inclusif au lieu d'un dialogue politique inclusif. C'est nous qui avons fait la proposition du dialogue national inclusif parce que nous estimons qu'il doit être participatif, parce que nous estimons que ceux de Tombouctou, de Gao, qui sont des populations meurtries aujourd'hui, doivent participer. Et ça a été accepté, mais malgré cela, vous n'y participez pas. C'est le seul point qui a été accepté. Maintenant, il dit que le processus ne concerne pas que l'opposition. Bien sûr, ça ne concerne pas que les partis politiques. C'est pourquoi nous avons fait la proposition, parce que les problèmes du pays ne sont pas que politiques. Aujourd'hui, le problème fondamental du pays, ce n'est pas qu'un problème politique. C'est des problèmes de gouvernance, c'est des problèmes de sécurité, c'est des problèmes de souveraineté même de notre pays. Je pense que ces questions-là doivent concerner l'ensemble du pays. C'est pourquoi nous estimons que le dialogue, il ne devrait pas qu'être politique, il doit être national. Ça a été accepté et acté. Mais nous avons d'autres propositions. Comme lesquelles? Par exemple, le caractère contraignant de ce qui va être convenu. Nous avons été capables, pendant 8 mois, à discuter, le gouvernement de la République du Mali a discuté avec des rebelles qui avaient même renié la souveraineté nationale, qui avaient même proclamé leur indépendance. Nous avons discuté avec eux pendant 8 mois à Alger. Nous avons convenu d'un document qui est en train de s'appliquer de façon contraignante pour les partis signataires. Pourquoi nous ne pourrons pas le faire avec l'ensemble des citoyens maliens? Nous l'avons fait avec des groupes rebelles, tenez-vous bien, à Alger. Nous avons convenu de ce que l'on a appelé un accord issu du processus d'Alger. Le gouvernement est en train de le mettre en œuvre. Ce dialogue même, une des questions de fond de ce dialogue, c'est bien sûr cet accord issu du processus d'Alger. Donc, nous pensons que quand des responsables s'asseyent, je voudrais rappeler à M. Doumbia qu'à l'opposition, nous avons le sens de la responsabilité. Donc si je comprends bien, l'opposition, la partie qui ne participe pas aujourd'hui, souhaiterait qu'on passe plus de temps à préparer ce dialogue national inclusif. Il appartient à ceux qui ont la responsabilité de l'organisation de ce dialogue de tirer les leçons et les conséquences des positions des uns et des autres. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui utile qu'on continue à persévérer dans un dialogue rejeté par une bonne partie de la classe politique, rejeté par une bonne partie de la société civile, rejeté par des religieux, rejeté par la SEMA, qui est une des principales parties de l'accord issu du processus d'Alger, dont le dialogue national va débattre. D'accord. Faut-il continuer à dialoguer sans ces différents acteurs qui participent au processus? Il faut continuer à dialoguer. Il faut travailler pour faire revenir aussi ces personnes-là. Le processus doit continuer, mais encore les facilitateurs, c'est leur rôle. À chaque niveau du processus, s'il y a des difficultés, leur rôle, c'est de faire en sorte que les gens reviennent. Mais c'est très difficile pour les facilitateurs. Je vous donne quelques exemples. Vous savez, la raison principale du retrait de la CMA, c'est quoi? C'est parce qu'on a décidé de mettre en débat l'accord d'Alger. Pour eux, on ne doit pas le toucher, on ne doit pas en parler. Mais cette même revendication a été faite par l'opposition pour que l'on en débatte. En voulant satisfaire un côté, et l'autre côté s'en va. Que faire alors? Et c'est pour revenir et dire à M. Dicko, ce n'est pas seulement le dialogue national qui a été accepté. Au début, le gouvernement ne voulait pas mettre l'accord en débat. C'était juste venu pour qu'on se l'approprie et qu'on réfléchisse à comment l'appliquer. C'était une des revendications de l'opposition, une grande partie de l'opposition qui voulait qu'on vienne, on débatte de l'accord pour la paix. Et lors de l'atelier de validation, la partie gouvernementale et même la majorité a été mise en minorité par la société civile et d'autres acteurs de la classe politique pour que on discute de la nécessité même de l'accord et de discuter de effectivement ce qui est bon dans l'accord, ce qui n'est pas mauvais. Dans les termes de référence modifiés, il y a mis qu'on va le mettre en débat. On a parlé, on avait des suspicions sur le gouvernement pour dire qu'on voulait juste faire passer le référendum, mais quand même lors de l'atelier de validation des thèmes de référence, il a été discuté et accepté qu'on discute d'abord de la nécessité du référendum
ensuite parler d'éventuelles élections référendaires. Donc pour vous dire que dans le processus, quand même, il y a une grande partie de ce que l'opposition demandait a été prise en charge. Le caractère contraignant, ce n'est pas facile. Nous sommes face à un président démocratiquement élu. Nous voyons le dialogue comme un outil qu'on met à sa disposition. C'est bien s'il veut l'appliquer, mais s'il ne veut pas l'appliquer, c'est un outil quand même qui reste valable, qui ne va pas... Il n'y a pas une question que ça va périr. Donc, ce qui est important aujourd'hui, il faut qu'on s'inscrive dans une démarche de concession. Il y a une partie que vous proposez qui peut être prise, mais vous ne pouvez pas imposer à tout le monde. Et quand on dit que la société civile le rejette, je dirais non. C'est de l'injure envers des gens du Conseil national de la société civile qui y participent. Il y a Gina Dogon qui participe, Koren qui participe. On ne peut pas avoir toute la société civile ensemble. Et justement, concernant la société civile, permettez qu'on écoute Ibrahim Sango du POSIM qui participe à ces discussions en tant qu'observateur. On écoute Ibrahim Sango. Au Mali, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux organisations de la société civile, deux fêtières. Et la plus grande fêtière, c'est le Forum des organisations de la société civile qui n'est pas impliqué, qui n'est pas partie prenante du dialogue national. Maintenant, il y a une autre fêtière qui est le Conseil national de la société civile qui est dans le dialogue, mais en réalité, les organisations de la société civile ne sont pas impliquées à souhait dans le processus du dialogue national. C'est la même chose que les médias d'ailleurs, parce que quand vous voyez les thématiques développées au niveau du dialogue national, aucune thématique ne concerne les médias. Alors qu'aujourd'hui, les médias, que ce soit les médias écrits, les nouveaux médias, les anciens médias, c'est un problème aujourd'hui qui est profond dans l'ancrage au Mali. Comment gérer les médias, tout cela n'est pas concerné par le dialogue national. Donc on ne peut pas dire que la société civile est impliquée à souhait. Ce que nous recommandons au triumvirat, que ce soit au gouvernement, au triumvirat, au comité d'organisation, c'est vraiment de poursuivre les consultations nécessaires pour que les prochaines étapes du dialogue national soient vraiment inclusifs. Parce que jusqu'à présent, ce qui s'est tenu dans les communes, le dialogue qui s'est tenu dans les communes, qui s'est tenu dans les cercles, il n'y a pas l'inclusivité véritable au Mali. Partagez-vous cette analyse de Sango? Moi, je trouve, bon, déjà, quand il dit que c'est une partie de la société civile, leur fêtière, quand même, c'est plus représentatif que l'autre, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Moi, ce que je peux dire, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui y participent, et ils sont même majoritaires que les partis politiques. Je vous donne quelques exemples. L'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, Gina Dogon, Tapital Poulakou, Koren, contrairement à ce que le ministre Koniba a dit sur le plateau de l'ORTM l'autre jour, que le Korem n'en fait pas partie, le Korem fait partie effectivement des invités. Il y a même l'un des partenaires stratégiques de l'URD lors des élections présidentielles, qui est le collectif pour la défense de la République, qui est assez représentatif, qui y participe. Donc, on ne peut pas inclure tout le monde. Ça, c'est effectif. Mais on peut travailler à plus d'inclusivité. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs de la société civile qui y participent, même si je pense que ceux qui sont aujourd'hui, qui se plaignent de ne pas participer, ça ne fait rien de mal à ce que les facilitateurs les rapprochent pour qu'ils viennent encore. Mais là, eux, ils demandent à revenir. Ils veulent seulement l'invitation. C'est différent de la position de l'opposition qui a des exigences. La personne qui vient de parler demande à ce qu'on les invite et qu'ils soient impliqués. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème par rapport au processus, mais ils attendent une invitation. Et je pense qu'à la place des facilitateurs, j'allais les inviter à venir et participer effectivement au dialogue. D'accord. Hussein Doumbia, est-ce que vous partagez cette analyse de Sango qui vient de dire tout de suite que la société civile n'est pas suffisamment impliquée, alors que M. Doumbia le disait tout de suite, ce dialogue national inclusif concerne beaucoup plus la société civile que les partis politiques? Alors, c'est vrai que du point de vue même du fonctionnement démocratique malien, on constate que la société civile constitue l'actrice la mieux légitimée aux yeux de la population au regard d'un certain nombre de pratiques dans notre pays. Donc c'est l'une des voies les plus autorisées en République du Mali et ils ont plus de structures que tout le monde. Donc c'est important. Cela est-il valorisé? En raison de leur nombre, c'est beaucoup plus valorisé. Ils sont les mieux écoutés. Et en cas de problème, c'est les différents médiateurs dans nos différentes sociétés. C'est là extrêmement important. Donc leur participation doit vraiment être renforcée, beaucoup plus accrue que même les formations politiques qui, aux yeux de la population, n'inspirent pas aujourd'hui beaucoup de confiance. Est-ce le cas dans ce dialogue national inclusif? Dans ce cas, le dialogue national, c'est vrai, le dialogue, la construction d'un dialogue suppose ce qu'on appelle une participation libre et équilibrée.
équilibré en nombre et en qualité. Donc, on est également... Donc, fallait-il changer le nom de cette initiative-là en dialogue national libre et équilibré plutôt que dialogue national inclusif? Oui, c'est l'une des conditions de la constitution d'un consensus. C'est vrai, dialogue national inclusif, dialogue national libre et équilibré. Le plus important, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une certaine participation accrue de l'ensemble des représentants des différentes tendances de la société et politique dans la construction d'un consensus de sortie de crise dans notre pays. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes dans le cadre de la démocratie représentative. Le peuple malien, le Mali est composé de presque 20 millions d'habitants. On ne peut pas appeler tout le monde autour d'une table, connaître son point de vue par rapport, n'est-ce pas, à la solution de sortie de crise dans notre pays. Il y a des sociétés, il y a des organisations fêtières, n'est-ce pas, qui vont accompagner, qui vont envoyer leurs représentants au niveau des différentes instances de prise de décision. Cela est extrêmement important et tout le monde ne peut pas se faire représenter. Et il faut aussi également comprendre que le consensus, c'est toute une démarche allant dans le sens d'obtenir le large assentiment de la population sur une question donnée. Ce n'est pas l'unanimité. Le consensus n'est jamais l'unanimité. Et quand vous regardez la recherche d'un consensus, ça présuppose l'existence d'un désaccord, ce qui est totalement inhérent à l'évolution d'une société. Ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, il y aura des désaccords. Donc voilà pourquoi il ne faut pas prendre le consensus comme l'unanimité. Ce n'est jamais le cas. Le consensus ne va jamais aboutir à l'unanimité. Mais déjà, c'est toute une démarche, tout un processus allant dans le sens d'obtenir, n'est-ce pas, les larges assentiments de la population, des représentants de la population sur une question donnée. Souvent, on peut aller beaucoup plus loin, allant dans le sens du consensus absolu, ce qui nécessite l'organisation d'un référendum. Pourquoi pas? Il y a les conclusions du dialogue, n'est-ce pas, qui pourraient être soumises à l'approbation du peuple. C'est une hypothèse qui est là. Déjà, sur le caractère contraignant, si vous permettez, nous avons vu au moment de la cérémonie de l'atelier de validation, le Premier ministre a tenu un discours pour dire que lui n'a pas voulu faire sa déclaration de politique générale parce que tout simplement, il attend les conclusions du dialogue. Ce qui suscite déjà, ce qui donne les prémices, n'est-ce pas, ce qui donne, si vous voulez, un caractère contraignant officieux, même si ce n'est pas écrit officiellement dans l'accord politique de gouvernance ou bien dans les termes de référence. Ce qui est sûr, les conclusions du dialogue, à mon humble avis, seront bel et bien respectées. D'accord. Nico, parmi les sujets discutés au cours de ce dialogue national inclusif, la sécurité, la paix, la gouvernance, le développement, les questions d'emploi, est-ce que vous pensez que ce dialogue national inclusif va pouvoir changer quelque chose dans ces différents secteurs? Je voudrais, avant de répondre à cette question, rappeler à mes amis ici qu'il a fait allusion à la déclaration faite par le Premier ministre à la clôture. Il dit qu'il n'a pas fait sa DPG, sa déclaration de politique générale, parce qu'il attendait les conclusions du dialogue. Il est universitaire. Il sait ce que c'est qu'une déclaration de politique générale. C'est une déclaration d'intention. Moi, ce que nous voulons, nous avons convié l'ensemble des segments représentatifs de notre société à un dialogue sur des mots qui rongent notre pays, sur des thématiques précises qui concernent le aujourd'hui et le demain de notre pays. Vous pensez honnêtement, M. Doumbia, qu'on doit venir dialoguer, parler, faire des propositions, des recommandations fortes et pertinentes, et après les prendre et les mettre dans les tiroirs? Mais qu'est-ce qui vous prouve que ce sera le cas? Nous en avons une expérience. La conférence d'entente nationale. Il y a eu des recommandations. Il avait été dit qu'elles seront appliquées. Où est-ce que nous en sommes? Ça gêne quoi que des Maliens, entre eux, nous l'avons fait avec les rebelles, je vous ai dit, sous l'égide d'une communauté internationale. Mais qu'est-ce qui vous prouve que pour cette initiative-là, ça ne va pas changer? Ils sont là, ils l'ont dit, qu'ils pensent que le président de la République a été démocratiquement élu et qu'il doit assumer l'ensemble de ses prérogatives constitutionnelles et qu'on n'a pas à lui contraindre à faire quelque chose. On l'a contraint à accepter un débat. Pourquoi on ne le contraindrait pas à accepter qu'on mette en œuvre ce qui sera issu de ce débat-là? Mais c'est aussi simple que ça.
Nous ne demandons pas autre chose. Ce dont les Maliens vont débattre au cours de ce dialogue-là, qu'on accepte de les mettre en œuvre et qu'un comité de suivi soit en place pour que les recommandations de ce dialogue tant attendu n'aient pas le même sort que les précédents. Mais qu'est-ce que l'opposition c'est la partie de l'opposition qui ne participe pas au dialogue national inclusif a à perdre en participant à ce dialogue et au cas où les recommandations ne seraient pas prises en compte, le dénoncer? Vous savez, dans la vie, il faut éviter une chose. Il ne faut jamais accepter d'être un faire-valoir. Je vous ai rappelé ici que nous sommes l'un des premiers demandeurs de ce dialogue. Nous sommes venus, en proposant ce dialogue, nous avons des propositions concrètes par rapport aux questions qui concernent notre pays. Vous pensez que c'est par coquetterie qu'on boude ce dialogue? Nous voulons un dialogue, mais un dialogue réel, un dialogue utile pour le pays, qui est aujourd'hui dans une situation que tout le monde connaît. Je ne pense pas que l'opposition aujourd'hui... Dernière question avant de donner la parole à Doumbia. Qu'est-ce que vous appelez dialogue réel, utile? Dialogue réel, ça veut dire un dialogue où les recommandations à de l'avance seront appliquées, un dialogue où la représentativité des uns et des autres sera clairement définie, un dialogue où on mettra en débat, comme il l'a dit, cet accord qu'on a signé depuis 4 ans, qui peine à se mettre en œuvre. Il a dit que la CEMA dit qu'il n'est pas d'accord parce que cet accord sera mis en œuvre. Je voudrais le rectifier que le CEMA, à l'issue, le communiqué qu'il a publié, parle précisément de la déclaration du président de la République à l'occasion du 22 septembre. Le président a fait entrevoir la possibilité de la révision de l'accord. La CEMA, dans son communiqué, a clairement et précisément parlé de cette allocution présidentielle. Donc, il faut être de bonne foi, il faut avoir du bon sens. Qui peut aujourd'hui dire que l'accord tel qu'il est conçu ne doit pas être mis en débat? Nous l'avons signé depuis 4 ans. D'accord. Pour la paix, est-ce que nous avons Oumar la paix? Mariko du parti Sadi qui parle d'un échec programmé de ce dialogue national sur lequel vous allez réagir tout de suite. On écoute tout de suite Dr Oumar Mariko. On n'a rien à leur proposer, point à la barre, parce que ceux qui font le dialogue aujourd'hui sont les responsables de la décharge de notre pays, de notre peuple. On ne peut pas demander à l'hyène de venir panser la plaie de la chèvre. On ne peut pas. Ils veulent plutôt que les Maliens les accompagnent dans leur œuvre de destruction du pays. Et nous ne voulons pas les accompagner. Pour nous, leur programme est de destruction nationale. Alors c'est à eux de se remettre en question. S'ils se remettent en question, alors ils revoient la trajectoire. On revoit la trajectoire ensemble et on avance. Mais nous appeler pour dire dialogue, venez, et ils ont les mêmes thématiques, on les accompagne. Moi, je n'accompagne personne. Le parti Sadi n'accompagnera personne. On est soucieux de la situation dans laquelle se trouve notre peuple aujourd'hui. Ce qui prend en compte les préoccupations de notre peuple, on va avec. Mais on ne va pas avec des gens qui s'amusent avec nous, qui s'amusent avec le peuple. À vous, Amidou Doumbia. Bon, moi, ce que je vais tout simplement rappeler à mon ami Diko, c'est que l'accord, sauf s'il n'a pas lu les termes de référence du dialogue, ça prévoit que l'accord pour la paix issu du processus d'Alger soit mis en débat. Mais vous l'avez proposé, ça a été accepté, mais encore une fois, vous continuez toujours à le nier que ce n'est pas mis en débat, parce que vous tout de suite, vous venez de dire que vous avez demandé cela et vous voulez, c'est une condition. Mais c'est une condition qui a été acceptée. Pourquoi vous refusez de venir? Je continue. Quand il parle de la déclaration du président de la République, le président, c'est quelqu'un quand même qui a planifié. Il y a quand même le dialogue. Il savait que dans les termes de référence du dialogue, on devait discuter éventuellement de la mise en débat de l'accord pour la paix. C'est pourquoi il l'a déclaré. Et le changement dans les termes de référence, c'est la suite logique de cela, parce que le président a vu que réellement le peuple le demande. Et lui, il s'est mis dans cette posture. Au début, ce n'était pas comme ça, mais c'est parce que justement, une grande majeure partie de la population, notamment l'opposition, a demandé cela. Et quand le président se met dans cette posture, il y a un groupe qui s'écarte. Je ne comprends pas. Et le deuxième groupe qui a même demandé s'écarte aussi. Ce n'est pas compréhensible. Sur plusieurs demandes de l'opposition, vous avez demandé à ce que l'accord soit mis en débat, ça a été mis en débat, ça a été accepté. Vous avez demandé à ce qu'on discute de la nécessité du référendum, ça a été accepté. Sur plusieurs de vos points, on a tout accepté sauf un point. Mais vous n'êtes pas les seuls Maliens. Lequel? Le caractère contraignant, vous avez dit que ça n'a pas été accepté. Mais ce que je vais lui dire... Oui, leur crainte par rapport à la non-application des recommandations de ce dialogue est-elle justifiée quand on voit, par exemple, les rapports du vérificateur général? Quand vous prenez, par exemple, les termes de référence,
on a dit la note technique qui va être élaborée, cette note technique va faire référence aux résolutions de la conférence d'entente nationale, des états généraux de la décentralisation, du forum sur le Nord, des états généraux sur le Nord. Les notes techniques vont prendre en compte tout cela. Et ça veut dire que les recommandations ne sont pas périssables. Même si nous prenons des recommandations aujourd'hui, le président, il peut l'appliquer. Je pense qu'ils sont dans cette optique d'appliquer. Mais si le président ne l'applique pas, le peuple est témoin. Mais nous, quand même, on ne va pas dire qu'on a refusé à un moment donné de venir assister notre pays, de venir proposer par rapport aux thématiques importantes, parce que justement, on discute de toutes les thématiques importantes. Sécurité, questions institutionnelles, questions de gouvernance, questions de jeunesse, questions de défense, on discute de tous ces points. Et quand l'honorable Mariko dit c'est pour venir détruire le pays, moi, je ne vois pas en quoi un dialogue peut détruire un pays. Quand il s'est agi au moment où Sundiata devait protéger le Mali, on a dialogué avant d'avoir la charte de Kourouganfa. Donc le dialogue est toujours assez important. Qu'est-ce que ce dialogue va pouvoir changer dans ces différents secteurs quand on voit déjà les différentes réticences? Le dialogue peut changer s'il y a une volonté politique. Parce que cette fois-ci, c'est les Maliens qui vont discuter de leurs propres problèmes et qui vont trouver des stratégies de sortie des crises endogènes. La gouvernance, nous avons fait beaucoup de propositions. Il y a les acteurs de la société civile qui font beaucoup de propositions. Ensemble, nous allons participer pour avoir un outil qui va servir de viatique désormais pour les autorités. Quand certains Maliens refusent d'y participer. Ce que je vais tout simplement dire, le processus n'est pas fini. On a l'expérience avec l'opposition. Lors de la conférence d'entente nationale, ils ont pris le train en marche. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, ils ne vont pas prendre le train en marche? Lors de l'atelier de validation, à un moment donné, ils s'étaient retirés du processus d'organisation. Après, ils sont revenus. Cette fois-ci, à un moment, ils avaient dit, bon, il y a une partie de l'opposition qui disait qu'ils n'allaient pas prendre part à l'atelier de validation. Ils y ont pris part. Lors de la conférence d'entente nationale, un moment, ils ont dit qu'ils ne vont pas y prendre part. Ils ont pris part. Donc moi, je suis très confiant pour qu'ils reviennent là-dessus. Concernant les recommandations, qu'est-ce qui vous prouve que les recommandations de ce dialogue national inclusif ne vont pas finir comme le craignent certains, comme les rapports du vérificateur général? On souhaite à ce que ça soit appliqué. Mais nous trouvons que ça va traiter des questions structurelles. Le président de la République, il a intérêt à l'appliquer. S'il ne l'applique pas, le peuple sera témoin. Le prochain président qui va venir ou le prochain pouvoir qui va venir va avoir quand même un outil. Parce que je vais vous dire, toutes les résolutions qu'on a eu à prendre aujourd'hui, le forum sur l'éducation, les résolutions sont là, n'ont pas été appliquées. Mais un prochain président qui va venir, il peut l'appliquer. Ça va être toujours utile pour le pays. Les résolutions qui vont sortir de ce dialogue, c'est indispensable pour le président de la République, c'est souhaitable pour le président de la République de l'appliquer et je pense qu'on doit travailler pour cela. Qu'est-ce que le Malien lambda va pouvoir obtenir à travers ce dialogue national inclusif quand on voit au démarrage déjà tous ces débats? Alors, écoutez, c'est vrai, aucun État n'est parvenu à sortir de la crise tout en étant divisé. Le peuple malien n'a aucun intérêt aujourd'hui de rester dans cette dynamique de division pour aller dans un dialogue où les solutions vont être importantes pour la sortie des crises dans notre pays. Alors, nous avons l'obligation de nous entendre. Il faut que l'opposition fasse preuve d'abnégation et de responsabilité. C'est vrai, comme à la conférence d'entente nationale, ils ont pris le train en marche. Pour le moment, le train n'a pas démarré. D'ici là, je souhaite qu'ils vont venir évidemment. Ce qui est sûr. Vous obtenez l'assurance que ces recommandations du dialogue, il nous reste 30 secondes. Vous savez, je voudrais rappeler à... Juste une dernière question. Est-ce que si vous obtenez l'assurance que les recommandations de ce dialogue vont être appliquées, l'opposition va y participer? Vous savez, cette question fait partie des 7 points de revendication que nous avons. Il nous reste juste 10 secondes. Est-ce que si vous obtenez cette assurance, vous allez y participer? Nous examinerons. Et nous ne sommes pas des gens, comme je l'ai dit. D'accord. Je rappelle à mon ami que le temps nous fait défaut. Nous aurons d'autres occasions pour revenir sur le débat. Désolé, le temps fait défaut. Dialogue national, le processus est-il inclusif? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à Hamidou Doumbia du parti Yelema, Dr Fousseini Doumbia, universitaire, et Mamadou Abdoulaye Diko du parti URD d'avoir accepté notre invitation. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Salim Djouara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.